Voilà pour le documentaire « Et la France dans tout ça ?» On va se pencher là-dessus maintenant. La République est-elle menacée, comme le dit Antoine Wittkin, avec des accents assez graves, hein. On va en parler avec vous tout de suite d'ailleurs. Doit-on envisager, comme le prétendent certains sondages, une victoire du Front National en 2017 ? C'est loin, hein, ça paraît de la science-fiction, mais sait-on jamais? Et puis finalement, à qui la faute? Et pour ceux qui s'y opposent à cette montée populiste, comment le combattre? Est-ce qu'il faut lui emprunter ses thèmes ou au contraire ne rien céder? On va en débattre donc avec le réalisateur de cette enquête, Antoine Wittkin, la chercheuse Magali Ballan, spécialiste de l'extrémisme en Europe, maître de conférences à Sciences Po, chercheuse à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous avez signé notamment Le Monde selon Marine chez Armand Collin, le politologue Pascal Perrineau, professeur à Sciences Po, auteur de La France au front aux éditions Fayard, et puis l'éditorialiste Dominique de Montvalon, qui est journaliste à l'Opinion, et avec vous également, vous le savez, sur les réseaux sociaux, hashtag, comme on dit sur Twitter, DocuDébat. Antoine Wittkin, 3 mois d'enquête ? Un peu plus même. Un peu plus de 3 mois d'enquête sur ce phénomène électoral. Votre parti pris, les téléspectateurs l'auront noté, il est assez net. J'ai dit grave tout à l'heure, sombre même. Est-ce qu'on est au bord d'un naufrage démocratique? Alors d'abord, ou est-ce qu'on agite un épouvantail? Non, je crois pas. Je vais vous dire, mon parti pris est net. Vous avez remarqué que les populistes trouvent souvent des caméras, et notamment les chaînes d'information, dans lesquelles on les traite maintenant de manière banalisée, puisque c'est le mot consacré. Donc moi, j'ai choisi, c'est l'espace aussi d'un documentaire, d'assumer un parti pris. Et je pense effectivement que ces partis populistes sont une menace. Une menace pour l'Europe, pour l'Union européenne, ça je pense qu'on l'aura compris, ils sont contre, ils veulent en sortir, en tout cas enfin, la faire exploser telle qu'on la connaît, mais ils sont une menace, peut-être pour la République, mais en tout cas pour la démocratie. Et ça, il faut toujours revenir à des choses fondamentales avec eux, dans la mesure où eux-mêmes sont dans une perversion du langage, une subversion du sens commun. Une menace pour la démocratie, parce que fondamentalement, qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est l'organisation des divergences entre les citoyens, entre des groupes de citoyens. C'est l'idée que dans une nation, les gens ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres. C'est la société. Et que donc il faut organiser ces divergences par des partis politiques, et par des partis politiques, par des institutions qui régulent, c'est plus que ça, qui régulent ces conflits. Et eux, que disent-ils? Ils disent il y a nous et eux. Vous voyez que quand Marine Le Pen parle en permanence de l'UMPS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement il y a eux, le Front National, elle qui incarne une volonté populaire, qu'elle constitue comme unique. Pour elle, il n'y a qu'un seul peuple, il n'y a pas de divergence dans le peuple qu'elle prétend représenter elle seule. Et en face, il y a les autres qui sont posés comme totalement extérieurs au peuple. C'est ça fondamentalement, on pourra ensuite revenir sur leurs différentes méthodes, mais fondamentalement, c'est ça. Et le pourquoi de la rupture aussi, parce que si ce discours peut être entendu, voilà, c'est bien parce que quelque part, il y a une rupture entre la classe politique traditionnelle et le peuple. D'ailleurs, c'est pas un gros mot, c'est un gros mot, peuple, Antoine Wittkin. Il y a une rupture, il y a un contexte de défiance fort qui existe, évidemment. Mais enfin, encore une fois, il sape volontairement cette société plurielle. Et je crois que l'exemple dans mon documentaire, je ne veux pas être long, mais de Beppe Grillo est intéressant. Il le reconnaît lui-même. Il dit notre but, c'est de représenter 100% de la société. Et ensuite, il n'y aura plus de partis politiques, il n'y aura plus besoin d'avoir des partis politiques. Fondamentalement, c'est ça. Et en ça, c'est évidemment une menace pour la démocratie, parce qu'une société, ça ne fonctionne pas comme ça. Elle a besoin de régulation. De ceux que vous avez rencontrés, quel est celui qui vous a le plus frappé? Lequel de ces leaders? C'est Grillo. Qu'on voit derrière vous. Qu'on voit derrière moi, qui est là, qui est finalement plus intéressant dans la mesure où c'est un nouveau populisme. C'est le populisme à l'état brut. Wilders aux Pays-Bas ou Marine Le Pen en France sont installés dans le paysage, ils ont leurs divergences, ils ont leurs méthodes. Ce sont des hommes politiques traditionnels maintenant, quoi qu'ils en disent eux-mêmes. Grillo est un nouveau venu. Et donc, à travers un discours qui de prime abord finalement est assez attrape-tout, a des accents généreux sur un certain nombre de dossiers, finalement se révèle, je crois que le film le montre, et se révèle notamment face à moi dans l'interview que j'ai menée avec lui, un parfait populiste, de manière essentielle. Et notamment cette phrase que je vous citais, c'est-à-dire « nous représenterons 100% du peuple, donc les partis politiques, les corps intermédiaires n'ont plus de raison d'être ». Cette radicalité dans le « eux » et « nous », la violence des propos, on n'en est pas encore là en France, mais quasiment, mais la violence des propos de Grillo contre ce qu'il appelle « eux », c'est-à-dire les élites, la finance, les politiques, enfin tout ça est un magma un peu indistinct, mais en tout cas qu'il pose radicalement contre le peuple italien. Cette violence-là, je crois, signe ce qu'est le populisme, qui est d'abord, je pense, une méthode avant d'être une idéologie.
il y a un contenu Une idéologique. méthode de prise de pouvoir, vous voulez dire? C'est une méthode au sens où la méthode consiste à dire il y a le peuple, encore une fois, que moi, Grillo, Marine Le Pen, Geert Wilders, qui vous voulez, Orban, nous incarnons face à eux, les élites, les immigrés, l'Europe, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça c'est la méthode. Et au nom de cette méthode, on peut ensuite évidemment avoir un contenu idéologique plus précis. Réécoutons-le, BP Grillo, parce qu'il y a aussi cette revendication qui vient beaucoup chez lui, c'est l'initiative de faire le ménage. Ces partis jouent la rupture, on l'a dit tout à l'heure, entre les électeurs et la classe politique traditionnelle. Il y a une volonté de, je dirais, de renverser la table et de renvoyer tout le monde à la maison. BP Grillo, donc. On veut une révolution dans la tête des Italiens. C'est ça mon grand pari. Les Italiens doivent comprendre qu'il est temps pour eux de commencer à exister. Le plombier, l'électricien, l'ingénieur, tous doivent contribuer à notre cause. Vous vous rendez compte? Nous, on fait entrer au Parlement des femmes au foyer, des femmes avec des enfants, des gens qui parlent de choses qu'ils connaissent, des gens qui ont travaillé. On est des avant-gardistes. On veut une démocratie qui permette une participation directe du peuple. Tutti a casa, qu'il dégage. Le mot d'ordre de Grillo. Oui, ou qu'ils s'en aillent tous, Pascal Perrineau, c'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Le populisme, il est finalement d'extrême gauche, d'extrême droite, de gauche, Bien de sûr, droite. le populisme, d'abord c'est une lecture de la société, on vient d'en parler, cette coupure entre le peuple qui serait homogène, qui aurait toutes les vertus, et puis une petite caste d'élite perverse et pervertie. C'est d'ailleurs un très vieux discours, hein. On n'a pas attendu aujourd'hui pour inventer ce populisme, mais bien sûr, ça investit mais de multiples idéologies. Mais Mélenchon, il est populiste, par exemple? Bien sûr, Mélenchon est très populiste. Il joue beaucoup sur ces thèmes caractéristiques du populisme, la corruption des élites, le peuple paré de toutes les vertus, le doute par rapport à tous les corps intermédiaires, parce que ça, c'est au cœur du populisme. Au fond, le populisme se nourrit d'un malaise, certes social, économique, c'est évident, en Europe, on le voit bien aujourd'hui, mais d'un malaise politique majeur. C'est la démocratie représentative aujourd'hui qui est malade, on le voit dans de multiples signes, les taux d'abstention records, la dénonciation à peine élue de ceux que l'on vient d'élire, la France est bien placée pour cela, et dans ce malaise de la représentation réapparaît un vieux rêve, qui est le rêve d'une démocratie qui serait pure, transparente, parfaite, où le peuple, à la limite, serait sur l'agora. Alors bien sûr, on ne peut pas mettre des millions d'Italiens ou des millions de Français sur l'agora. Alors maintenant, on croit qu'au travers du net, on le voit bien hein, chez BP Grillo, hein, cette importance en effet de la transparence au travers des réseaux sociaux, etc. On est persuadé au fond que cette démocratie quasi directe n'aurait aucun des travers, aucun des défauts de la démocratie représentative. Et c'est vrai que ce malaise dans la représentation, qui est sensible dans tous les pays, nourrit de manière constante ces courants populistes, parce qu'au fond, dans cette hostilité, même maintenant cette haine vis-à-vis de la politique des représentants, de la politique qu'on dit professionnelle, hein, dans cette haine, dans ce rejet de la politique, il y a au fond une force politique qui est capable de politiser le rejet de la politique. Eh bien, ce sont les populistes. Et donc, c'est Marine Le Pen en France? Bien sûr, c'est Marine Le Pen en France, c'est BP Grillo en Italie, c'est Orban en Hongrie. Non, mais ça veut dire, pardonnez-moi, Pascal Perrineau, puis je vous prends évidemment les autres invités évidemment à témoin de la même manière. Ça veut dire que quand Manuel Valls dit le Front National est aux portes du pouvoir, il en joue comme d'un épouvantail, comme certains lui reprochent déjà, ou au contraire, il a raison, Magali Bellan? Tout dépend, encore une fois, de ce que... Alors moi, je pense qu'il est important quand même de revenir sur ce terme de populisme. Donc tout dépend comment on le définit. Je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table pour parler du populisme comme d'une rhétorique, comme d'une méthode. Mais, encore une fois, ne pas oublier qu'on peut être populiste tout en étant porteur, finalement, d'une idéologie extrêmement diversifiée, voire même opposée. Et je crois que... Par exemple, vous êtes entre Grillo et Marine Le Pen, oui, ça n'est pas la même famille idéologique. Et faire intervenir dans ce reportage, effectivement, également Viktor Orban, certes,
il a des accents populistes, mais en l'occurrence, idéologiquement, il n'a rien à voir avec effectivement Marine Le Pen et encore moins avec le Jobbik, on citait le film cite également voilà, le Jobbik, également Geert Wilders. Tout ça, effectivement, toutes ces personnalités, encore une fois, renvoient à des familles idéologiques qui sont différentes. Et pourtant, pardon, ils convergent. C'est ça qui est intéressant en Europe. Ils convergent tous. Ils convergent pas au point de faire un groupe au Parlement européen. Voilà. Hein. Ils en étaient pas loin. Vous n'avez pas échappé que, par exemple, Beppe Grillo, qu'on dit de gauche, a voulu s'est allié avec Nigel Farage, qui est l'équivalent de l'extrême droite. Il aurait pu s'allier aux Verts aussi, puisqu'il avait été courtisé par les Verts. Absolument, c'est ça qui est intéressant. Et il s'est pourtant allié avec l'extrême droite anglaise. Donc ils convergent tous. Pardon, je ne veux pas vous interrompre. Ils convergent tous. Orban, Marine Le Pen et Grillo ont les mêmes cibles. Grillo, d'ailleurs, lui-même, qu'on disait également de gauche, vise maintenant les immigrés de manière un peu détournée, mais il le fait. Les cibles sont les mêmes. Les ennemis de ces gens-là sont les mêmes. Ce sont effectivement les corps intermédiaires, la démocratie représentative, les partis, le Parlement, mais aussi les immigrés, toujours, partout, la finance, l'Europe, l'Union européenne. Donc vous voyez bien qu'il y a une convergence. Pardonnez-moi, mais ce sont des idées, sous votre contrôle encore une fois, qui me semblent avoir largement pénétré l'opinion publique, et notamment l'opinion publique française. Quand ça signe le corpus idéologique de groupes politiques, ça veut dire qu'il y a un phénomène, il y a quelque chose. Et d'ailleurs, ça se voit très bien dans votre documentaire. Mais c'est bien l'écho, ça trouve un écho, finalement, dans l'électorat français. Bien sûr, parce que ça marche, bien sûr. Parce que ce sont des partis qui, en Europe, ont réalisé entre 18 au minimum, 25% des voix. Pardon, je m'arrête, mais voilà. Parce que ce populisme, il rencontre un succès électoral, et à partir du moment où il a un succès électoral, il pèse sur l'agenda politique. Et il pèse sur l'agenda politique de qui? Des partis de gouvernement. C'est-à-dire sans être au gouvernement. Or, parfois, ils le sont. Hein. Le FPE en Autriche a été au gouvernement. En Slovaquie, il y a eu une participation d'une extrême droite très dure, populiste, à un gouvernement avec un parti de gauche, vous voyez. Donc tout le monde est touché. Hein. À partir de ce moment-là, ils ont leur mot à dire, même sans être dans un gouvernement, ils ont leur mot à dire sur l'agenda. On le voit très bien, par exemple, aux Pays-Bas. Avec le PVV, on le voit chez les voisins danois avec le Dansk Folkeparti, qui est un parti un peu du même type au Danemark. Et on le voit également en France, bien sûr, où les thèmes, la manière de poser les problèmes du Front National sur des enjeux comme l'immigration ou la sécurité, eh bien oui, peu à peu... Ce qu'on a appelé la lepénisation des esprits, oui, une certaine forme de lepénisation de l'agenda politique. C'est évident, hein, et ça touche la droite comme la gauche. Oui, mais jusqu'à quel point? Jusqu'au pouvoir, Dominique de Montballon? Justement, vous évoquiez tout à l'heure les propos tout récents de Manuel Valls, le Front National et l'extrême droite est au port du pouvoir. Ça me paraît une déclaration à la fois vraie et extrêmement ambiguë. Alors, vraie au sens où il y a une montée en puissance du Front National et des courants populistes dans toute l'Europe, comme le montre votre film, quelque part troublant, justement, dans sa vérité. Et donc, en ce sens, il y a une porosité des idées du Front National et de scrutin en scrutin, une montée en puissance. Alors, je laisse de côté l'hypothèse, pour être généreux, que Manuel Valls ait dit ça pour essayer de trouver un thème qui puisse refédérer des socialistes aujourd'hui dispersés. Mais enfin, restons sur l'essentiel. Ce que vous pensez quand même, hein? Oui, je le pense un peu, mais c'est délicat de jouer avec des thèmes pareils. Alors, je ne veux pas retenir complètement cette hypothèse, je la mets sur la marge, sans l'évacuer. Et c'est ambigu parce que ce qui me frappe dans cette montée en puissance des populistes que votre film éclaire tout particulièrement, c'est comment dirais-je, les complexes des forces démocratiques et républicaines. Je veux dire, la montée du populisme tient aussi au fait que les non-populistes, alors je sais pas, c'est comme on disait le parti, la gauche communiste et non communiste à une époque où la gauche non communiste, il y a 40 ans, était si faible, hein. Mais ça montre aussi le défi, hein. J'ai envie de dire les non-populistes. Les non-populistes sont silencieux, pour quelques-uns tétanisés, et pour beaucoup, encore à la recherche à la fois d'une analyse, mais à qui a-t-on affaire en face de nous? Ça vaut pour la gauche comme pour la droite, ce que vous êtes en train de dire. Oui, je trouve. À qui a-t-on affaire et comment traiter ce sujet-là? Et puis juste pour terminer par un point, ce qui me frappe en termes médiatiques, c'est que s'il me paraît normal
qu'on ne traite pas le Front National en France de la même façon quand il est dirigé par Marine Le Pen, de la même façon qu'on le traitait quand il était dirigé par Jean-Marie Le Pen, je pose la question, est-ce qu'on n'est pas tombé quand même d'un extrême dans l'autre, avec à la fois une double caractéristique, une banalisation du Front National de Marine Le Pen et une omniprésence de facto du Front National de Marine Le Pen, qui donne le sentiment de semaine en semaine, en quelque sorte, est-ce que ce n'est pas excessif, de structurer le débat politique? On se situe par rapport à elle, on ne se situe pas par rapport aux enjeux. Moi, ça me paraît... Ça vous semble une erreur, par exemple, quand les amis de Nicolas Sarkozy, plaidant pour son retour, disent c'est celui qui peut faire bouger les scores du Front National vers le bas, c'est celui qui l'a fait dans le passé, vous pensez que c'est une erreur? Non, je ne dis pas ça, je dis chiche. Hein. Comme Alain Juppé à Nicolas Sarkozy. Oui, je dis chiche. Au moins la problématique est posée. Mais je trouve que... Mais c'est quand même l'argument massu aujourd'hui des amis de Nicolas Sarkozy. C'est ça qui est frappant dans ce que vous êtes en train de dire. Finalement, il est tellement au centre de l'échiquier, ce Front National, que tout le monde se positionne en fonction de lui. Mais c'est un Front National d'autant plus difficile, je termine là-dessus, d'autant plus difficile à analyser qu'il fédère des courants électoraux qui viennent, dont il y a encore 5 ou 10 ans, on n'aurait pas imaginé qu'ils puissent se retrouver dans les urnes ensemble. Il y a quand même de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des verts passagers peut-être, mais qui se retrouvent là. Enfin bref, je ne vais pas détailler tout ça. C'est assez jeune. Assez jeune. C'est composite. C'est composite, c'est ambigu, et je le soutiens, c'est fragile. Je répète, j'insiste là-dessus, je trouve qu'il y a des complexes de ceux qui affrontent le Front National à être comme par moments, je force le trait, mais un peu tétanisés. Mais allez-y. Vous partagez l'inquiétude d'Antoine Wittkin. Magali Balland, qui a le plus de chances d'arriver au pouvoir? Wilders aux Pays-Bas ou Marine Le Pen en France? Oh, ça, c'est difficile à dire. Hein. Dans les situations politiques, les échiquiers politiques tels qu'ils sont, parce qu'on est en train de se poser la question de l'arrivée du Front National au pouvoir. On a vu que Wilders a plutôt reculé, en tout cas a fait moins de voix qu'il espérait aux dernières élections européennes, alors que c'est plutôt l'inverse en ce qui concerne Marine Le Pen, qui est arrivée en tête des élections. Donc ça peut peut-être déjà nous donner une indication. Après, encore une fois, ces deux partis ne viennent pas du tout du même horizon idéologique. Mais ils vont tous les deux au même endroit. Ils cherchent le même endroit, c'est-à-dire le pouvoir. Oui. Ils se sont alliés. Oui. Ils se rencontrent, ils se parlent. Moi, les conseillers de Marine Le Pen m'ont fait état de conversations de fond entre les deux partis qui sont intéressantes. Hein. Oui. Même si une partie du FN, d'ailleurs, le déplore, puisqu'on a au sein du FN toujours une famille idéologique qui est beaucoup plus radicale et qui, finalement, ne souhaiterait pas s'associer avec un parti qui est peut-être trop modéré. Est-ce que vous dites, oui, elle peut l'emporter? Je pense à 2017, hein. Mais on peut faire des étapes avant si vous voulez. On peut s'arrêter au sénatorial. Ça semble exclu, mais elle peut emporter les sénateurs. Oui. Ça, oui. Je trouve ça difficile comme question de répondre, savoir est-ce qu'en 2017, a priori, elle peut être au second tout porte tour. À croire qu'elle en a les moyens parce que le contexte elle peut la être au second porte. tour. Oui, parce que le contexte la porte, parce qu'il y a toute une série de raisons qui fait que finalement on se dit c'est maintenant ou jamais qu'elle aurait la possibilité d'y être. Mais après 2017, c'est une éternité en politique, donc c'est difficile. Oui, Pascal Perrineau, Antoine Wittkin ensuite. Pour reprendre à la fois la force et la fragilité, parce qu'il faut penser en effet les deux versants. La force, on le voit, si la dynamique qui est réelle du Front National, telle qu'on vient de la voir au municipal, qui pourtant étaient des élections qui n'étaient pas faciles pour eux, puis aux européennes, qui n'étaient pas des élections si faciles que cela. Hein, c'est pas là où le Front National avait l'habitude de faire ses meilleurs scores. Si la dynamique continue, la présence de Marine Le Pen, à l'issue du premier tour de la présidentielle de 2007, sa présence au second tour, j'allais dire, est quasi... voilà, c'est la continuation d'une dynamique. Si on prolonge les droites, elle est au second tour de la présidentielle, en 2017. Bien sûr. Ça, c'est la force. Mais il faut penser tout de suite la faiblesse. Et au second tour, il s'agit non pas d'arriver en tête d'une dizaine de candidats. Il s'agit de faire, il n'y a plus que 2 candidats, il s'agit de faire plus de 50% des suffrages exprimés. Et là, on découvrira peut-être encore aujourd'hui la faiblesse du Front National. C'est une force, mais une force solitaire. Or, ne gagne au second tour qu'une force politique capable de rentrer dans une stratégie d'alliance crédible aux yeux d'une majorité d'électeurs en France et portant
porteur de solutions Vous le croyez de gouvernement. encore? On est encore dans les fondamentaux de la politique française, comme on l'étudie à Sciences Po. Ça n'a pas changé, ça. Parce que, si vous voulez, on est dans un système dans lequel... on ne renverse pas la table. Non, non, mais il y a des contraintes, si vous voulez. Le jeu politique a des contraintes. Il y a les institutions et il y a le mode de scrutin. Et il y a le mode de scrutin majoritaire à 2 tours. On n'élira pas un président à la proportionnelle, c'est impossible. Bon, si on l'élise à la proportionnelle, Marine Le Pen serait peut-être président de la République, si on est... Voilà. Mais au majoritaire à 2 tours, la tâche est beaucoup plus difficile, même pour Marine Le Pen, même si, et j'arrête là, même si Marine Le Pen, si elle reste au second tour, fera un score très nettement supérieur à celui de son père en 2002. Ce qui est ce que vous dites, Pascal Perret-2, d'ailleurs une des différences avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont un système parlementaire, donc Wilders, effectivement, s'il arrivait en tête... Absolu, voilà, parlementaire proportionnel, c'est ce que, bien sûr, évidemment, même s'il y a des cas anglais où c'est pas le cas. Mais bref, en France, pendant longtemps, on pensait que ce qui nous préservait de cette menace du Front National, c'était notre scrutin majoritaire. Or, vous posez la question, est-ce que c'est une crise? Est-ce qu'ils peuvent arriver au pouvoir? En tout cas, quand la vie politique d'un pays comme la France, pendant les 2 ans et demi à venir, tourne autour de qui sera au 2e tour de l'élection centrale pour la France, l'élection présidentielle, face à Marine Le Pen, moi, j'appelle ça une crise politique extrêmement grave. Voilà. Avant de se poser la question, est-ce qu'elle pourra parvenir au pouvoir? Évidemment, sans doute pas pour l'instant. Obligé de se la poser. Il y a un premier sondage qui l'a donné mais c'est ce que je vous vainqueur au second tour face à François Hollande s'il était au second tour. Vous voyez bien que le problème est déjà là. La vie politique d'un pays qui tourne autour de cette question, qui sera au second tour face à un parti, face à quelqu'un comme Marine Le Pen, c'est une crise politique qui est déjà extrêmement grave, sans se projeter en 2017. Je veux dire également autre chose, parce que je pense que pour... esquisser des solutions, des discours face à ces partis, il faut identifier les causes de la montée de ces partis populistes. Et c'est là où l'expérience européenne que j'ai eue, c'est-à-dire cette vision un peu générale du phénomène, est intéressante. Il y a évidemment la crise économique. On peut dire qu'il faut résoudre le chômage et tout ira bien. Il y a ça. On s'aperçoit en Europe qu'un certain nombre de ces partis populistes, les plus puissants d'ailleurs, ont monté lorsque les situations économiques de leur pays allaient bien. Je pense à l'Autriche, Danemark, à la Norvège, aux Pays-Bas. Donc vous voyez bien qu'il y a autre chose. Il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que le chômage, il n'y a pas que le social. Alors qu'est-ce qu'il y a? L'une des hypothèses que j'esquisse comme ça, mais je soumets ça ensuite évidemment à votre sagacité, c'est que ces partis répondent à quelque chose de plus profond qui est une crise d'identité collective. Autrement dit, ils répondent à une question: qui sommes-nous? Ça veut dire qui sommes-nous, nous Français, collectivement, dans la mondialisation, dans ce monde qui change, qui sommes-nous, nous Italiens, nous Danois, etc. Ils apportent une réponse. La réponse qu'ils apportent, c'est une constitution d'un peuple mythique, imaginaire, souvent avec une sorte de mythe de l'âge d'or, et également un peuple qui se constitue contre. C'est toujours le plus simple, évidemment. Le peuple, ça n'est pas les musulmans. La thématique de l'hostilité aux musulmans est très forte dans tous ces partis-là. Hein. Ça a remplacé tout ce qu'on connaissait précédemment. Donc c'est ça leur logique. Donc c'est une logique extrêmement forte, et c'est évidemment une logique difficile à combattre. Vous empêchez de vous rappeler que ça trouve un écho. Oui, et notamment dans la population française, c'est assez frappant. Bien sûr. Et un écho large, hein? Un écho large, bien sûr. Ceux qui osent dire, c'est la grande thématique de Jean-Marie Le Pen depuis le début et repris par Marine Le Pen aujourd'hui. Alors pour essayer d'avancer dans notre débat, parce que là je crois qu'on touche quelque chose d'important. Un des très bons analystes français, du populisme, Dominique Régnier, dit au fond, après avoir exploré un peu comme vous, au travers d'un livre, le populisme en Europe, il dit au fond le populisme est un populisme patrimonial. Il s'agit de défendre en fait le patrimoine. Alors le patrimoine c'est quoi? Il dit il y a un patrimoine matériel. Alors là on voit bien l'économie, et d'ailleurs ça n'est pas pour rien que dans des pays riches, là où il y a véritablement un patrimoine à défendre, eh bien le populisme est haut. Regardez les scores du populisme en Norvège, on vient de le voir en Hollande, en Suisse, au Danemark, qui ne sont pas des pays pauvres, en Autriche, qui est un des pays qui marche le mieux en Europe, etc. Donc c'est la mondialisation, donc la mondialisation qui bouscule ce qu'on sait, ce qu'on croit aimer de nous. Donc le populisme, on défend son patrimoine matériel, mais il y a le patrimoine immatériel. Le patrimoine immatériel, c'est tous ces sentiments d'appartenance qui nous définissent, qui nous font du bien. On se sent bien chez soi, on se sent autrichien, on se sent français, on se sent danois. Et éventuellement, la mondialisation, les flux migratoires peuvent faire trembler sur ces fonds baptismaux ces sentiments d'appartenance. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui
en Europe. Et on le voyait très bien dans le film, au travers de ce couple hollandais, qui dit, en effet, voilà, on est très attaché à notre identité hollandaise. Vous leur posiez la question, mais qu'est-ce que c'est que cette identité grande hollandaise? date de l'histoire. Ils étaient incapables de la définir au travers de dates, mais ils la ressentaient profondément, cette identité. Et là, on voit bien... Elle n'est pas cette Bien identité. sûr, Par bien définition, sûr. l'islam n'en fait pas partie. Bien Voilà, sûr. c'est ça. Hein? C'est ce que dit essentiellement Geert Wilders. Donc Vous c'est n'êtes très pas musulman, largement- si on donc devait c'est très résumer son largement discours. sur un anti-islamophobie, tout ça est en train de croître. Oui, mais pas partout en Europe, parce que pour le coup, la problématique de l'islam n'existe pas en Europe, enfin, partie est de l'Europe. Par exemple, en Hongrie, l'islam, l'immigration en provenance des pays musulmans, c'est un non-événement, c'est un non-sujet. Par contre, il y a la question des minorités nationales. Ils ont les Roms, à qui, Atlas, hein. elles, Ils ont les Roms. Donc, c'est ça. il n'y a pas de problématique par rapport à Ils l'islam. ont pas de musulmans, ils ont en les tant Roms. qu'idéologie, comme l'a défini Geert Wilders, en Mm. considérant que c'est beaucoup plus qu'une religion, que c'est vraiment une vision du monde qui est absolument incapable de s'intégrer dans le contexte européen. Je voudrais qu'on regarde le miroir des médias. Maintenant, vous en dites un mot. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, Dominique de Montvalon. Vous avez montré un BP Grillo très parano vis-à-vis des médias et des caméras. En France, une méfiance quand même, hein, où le Front National continue à interdire des journalistes à ses meetings. C'est totalement décomplexé. On va le revoir maintenant aux Pays-Bas, où le show Wilders ne laisse visiblement pas les reporters indifférents. Expliquez-moi, c'est comment de couvrir Wilders quand on est journaliste? C'est super. Il y a toujours quelque chose qui se passe quand Wilders est dans le coin. C'est un homme politique qui connaît le jeu, qui sait jouer. Il sait ce que les gens ressentent. Et beaucoup de gens adorent ça. C'est un énorme show. Hooggeëerd bezoek vandaag in de Haagse Schilderswijk, want Geert Wilders komt hoogstpersoonlijk een kijkje nemen in de inmiddels welbekende Sharia-driehoek. Geert Wilders komt deze dinsdag zelf polshoogte te nemen. Hij krijgt eerst een toelichting op het politiebureau. Het belangrijkste doel van mijn bezoek hier is dat dit van ons is. Dit is een stukje Nederland. Dit is geen Saoedi-Arabië, dit is geen Marokko, dit is geen Turkije. La joie de ce reporter vient du fait que c'est de la bonne télé, comme on dit vulgairement dans le métier? Ça, c'est la France de dans 5 ans si on continue comme ça. Pour l'instant, le Front National a table ouverte, sans filtre, avec une complaisance certaine, on peut en débattre. Mais en France, notamment à la télévision et sur les chaînes d'information, en continu, par en exemple, particulier. C'est pas le sentiment qu'on s'est sympathisant. Absolument. Pourtant, c'est la même réalité. Ses électeurs. Dans 5 ans, si on continue comme ça, le Front National, comme Geert Wilders maintenant, organisera des shows médiatiques pour les télévisions. Les partis populistes en Europe, le Front National ici, ne s'intéressent qu'à une chose, c'est à la télévision. C'est évidemment la télévision qui parle à leur électorat, qui est principalement constitué de classes populaires. C'est pas Le Monde, évidemment. Et ils ont, en tout cas, notamment dans les chaînes d'information en France, parce qu'ils participent de cette logique du buzz, comme on dit, c'est-à-dire cette logique de l'événement spectaculaire. Ils savent le faire, cet événement spectaculaire. Vous savez comme moi, Laurent Bazin, vous qui êtes un homme des médias, que quand Marine Le Pen est invitée à une émission, ou Florian Philippot, ils font plus d'audience que, au hasard, Luc Châtel J'ai regardé le record, c'est le record d'audience de Des Paroles et des Actes sur France 2, Des Paroles et des Actes, pardon, sur France 2 en avril dernier. Près de 3 millions de téléspectateurs. Vous savez qui a été le record précédent? Qui tient le record, c'est Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon. Et quand vous dites qu'il se méfie des caméras, moi j'ai été extrêmement bien accueilli partout. Hormis BP Grillo qui a une paranoïa un peu particulière avec ça, les autres, si vous voulez, c'était ravis de voir, de se mettre en scène et de voir ma caméra. Donc ils ont intégré le média et notamment la télévision, leur logiciel politique. Oui. Ils ont intégré la télévision, mais c'est plus que ça. Ils ont modelé leur discours aux médias télévisés et aux chaînes d'information continue. Ils savent produire en permanence de l'événement. Geert Wilders, encore une fois, je le répète, est un précurseur. Dans 5 ans, si on continue comme ça, ce sera la France. Vous savez, en Italie, un politologue italien a inventé la notion de télépopulisme, qui d'ailleurs a beaucoup servi Berlusconi dans un premier temps et maintenant peut servir d'autres. Et là, on voyait ce journaliste hollandais qui disait « avec lui, c'est Big Show ». Alors, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi, si vous voulez, une faiblesse de la politique contemporaine que j'appellerais le déficit d'incarnation. La difficulté aujourd'hui de grands leaders à incarner de grands courants politiques, comme le faisait De Gaulle au sein des droites et, par exemple, François Mitterrand au sein des gauches. Nous n'avons plus de leaders capables d'incarner. Et dans ce déficit d'incarnation apparaissent ici Nicolas Sarkozy à droite, Manuel Valls à gauche. Oui, mais tout ça, c'est tout de même pas à la dimension,
si vous voulez, de l'épopée gaullienne ou de l'épopée mitterrandienne. Parce que c'était Pascal des hommes... Perrineau, pardon, excusez-moi, Oui. la politique c'est sérieux. Oui, bien sûr, la politique c'est très C'est pas vous sérieux. qui allez dire le contraire. Donc le principe du jeu, c'est pas de monter sur la table et de faire le show. Exactement. C'est d'être capable d'incarner les espoirs d'un peuple, d'une partie de ce peuple, d'une population. Donc de le rencontrer, de le rencontrer ses attentes. bien sûr, de rencontrer ses attentes, de les mettre en musique, de définir des programmes et des projets pour le pays, la France, les Pays-Bas, etc. Alors comme il y a ce déficit d'incarnation et que la politique a besoin d'être incarnée, réapparaissent des leaders qui sont des leaders populistes. D'ailleurs, Orban est un très bon analyste dans ce qu'il dit. Vous savez, après cette rencontre avec ce chef d'entreprise chinois, il dit on a besoin d'un pouvoir personnel. Écoutez-le, Voilà. on va rebondir là-dessus. Écoutez-le, Viktor Orban, justement, sur son analyse de la montée des populismes. Enfin, il faut conserver nos valeurs démocratiques et nos procédures démocratiques. Quand tout va bien, en particulier l'économie, les institutions suffisent. Des gens très sympas sont Premier ministre, ils ne font pas grand-chose, les institutions fonctionnent, tout va bien en Europe. Mais maintenant, nous vivons à une époque de crise. Et l'exercice du pouvoir par les institutions n'est pas suffisant. Ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir personnel. Et les gens comme moi, qui essaient de diriger leur pays de manière personnelle, sont souvent dépeints comme des gens dangereux, des Poutines, ce genre de choses. C'est une erreur. Vous disiez incarner fort, on imagine pour les Hongrois, Orban, il incarne fort Magali Bello. C'est un homme qui vient du centre droit, non? Oui, absolument, et qui en vient et qui est toujours, hein, puisque son parti, dit le toujours. Fidesz, est membre du PPE. C'est l'UDF, Orban. Hein, oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, il est au PPE. C'est-à-dire avec l'UMP, par exemple. Papier, ouais. Oui, mais attendez, il est dans le même groupe que l'UMP, par exemple, au Parlement européen. Oui, alors que c'est un autocrate d'extrême droite, hein, pour dire les choses. Ça veut dire quoi? Ça, je ne pense pas. Ça veut Je dire ne quoi? pense pas du tout. Si on reste sur le cas Orban et qu'on essaye de le transposer, ça veut dire qu'il y a une place pour des hommes politiques de centre droit ou de droite, pourquoi pas de gauche, qui se déplaceraient sur des terrains ou sur des thèmes qui rencontrent ceux des extrêmes? Oui, oui, effectivement, mais encore une fois, cette idée d'un pouvoir personnel, à la limite, est-ce que De Gaulle n'aurait pas pu dire ça à un moment donné aussi? Je ne suis pas sûr que la France de De Gaulle... Oui, attendez. de la gauche. Ce que dit Viktor Pas tous à la Orban, fois. De Gaulle aurait pu Je également suis pas sûr le que la France de dire. De Gaulle et la Hongrie d'Orban, que je suis allé voir. Non, je justement. peux Alors vous après, il faut l'assurer. aussi replacer le discours de Orban dans le contexte hongrois. Dans le qui est un contexte et dans les contexte politiques, et dans ce que fait Orban et le particulier, Fidesz. oui. Les lois, Mais- c'est-à-dire le Parlement européen l'extrême droite en Hongrie, ça n'est a pas Orban, démontré c'est que le Jobbik. les lois... Non, mais Attendez, je parle pas du Jobbik. je veux comprendre. Les lois de Viktor Orban, les lois du Fidesz, son parti, sont des lois qui sont contraires aux valeurs, aux normes démocratiques européennes. De Gaulle n'a jamais été considéré comme un dictateur dont les lois, dont les projets et les actes étaient contraires aux valeurs démocratiques Je européennes. rappelle que Berlusconi aussi siégeait au PPE. Il en a entendu des vertes et des pas mûres sur sa manière de gouverner de manière personnelle. Mais c'est intéressant parce que ça dit combien les frontières finalement sont floues et combien peut-être les tabous ont sauté. Attendez, bougez pas. Alors, Dominique de Montvalon. tout à l'heure, c'est d'ailleurs vous qui le disiez le premier, il y a le sentiment d'une vaste crise identitaire. Et à partir de là, je résume, donc je trahis un peu, mais on a parlé du rapport à l'islam. Alors, moi, je veux simplement dire, dans cette affaire, dans le débat qui nous occupe, je veux simplement dire que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe avec ces Français qui partent en Syrie dans les conditions qu'on sait, ils sont déjà près d'un millier, etc. Je ne peux en dire plus. Vous voyez ce dont je parle. Je veux dire, il ne faut pas oublier dans notre débat que des faits comme ça, qui ne sont pas des faits anodins, qui ne sont pas des faits marginaux, qui sont des faits massifs, qui sont des faits que nous sommes obligés de regarder en face aujourd'hui dans le trouble et l'angoisse, et qui ont été, jusqu'à un certain point, masqués ces temps derniers, contribuent aux yeux de certains à légitimer le discours d'exclusion qui est porté par certains. Donc, autrement dit, ceux que j'appelais tout à l'heure les non-populistes, ont à, comment dirais-je, à tenir compte de tout cela et à l'engranger pour avoir un discours qui touche et qui ne soit pas seulement un discours moralisateur. Je veux comprendre ce que vous êtes en train de me dire. C'est-à-dire, quelle est la limite? Quelle est la ligne jaune, par exemple, pour un futur candidat de l'UMP à la présidentielle?
où est-ce qu'on s'arrête? Puisque vous dites qu'il faut intégrer le discours, il faut entendre que finalement, on est devenu un peu islamophobe en France, même si on ne parle que d'un millier finalement de djihadistes. Il y a 5 millions de musulmans en France. Je vais vous dire, moi je ne sais pas, parce que je n'ai pas l'habitude de fixer, je vous le dis amicalement, de fixer des lignes jaunes pour vous avez le droit d'être passionné, c'est pas gênant. Non, mais d'être passionné, je le revendique. Mais je n'ai sûrement pas le monopole. Mais je ne fixe pas des lignes jaunes, mais je veux dire les choses. Je trouve que dans le discours public des hommes politiques de gauche, de droite et des extrêmes au passage, mais des non-populistes, il y a des choses qui ne sont pas dites et qui créent un malaise exploité ensuite par les populistes. Par exemple? Eh bien, ce que je viens de vous dire, par exemple. L'islam est un problème? Non, les islamistes pas dit que l'islam est un problème. Je vous pousse volontairement, je vous provoque. Allons-y, je n'ai pas dit ça. Non, mais c'est pas ça, mais j'entends bien. Et puis on entend bien. Puis quand on se promène, on entend bien toutes ces paroles. Non, mais ça c'est fondamental. Les populistes ne sont pas des martiens qui vous parlent d'une réalité qui n'est pas la réalité. Ils prolifèrent évidemment sur des problèmes. Sur l'islamisme, qui est un problème, qui est d'ailleurs plus large que les djihadistes qui vont en Syrie. Sur la malintégration, qui est un problème. Sur le chômage, qui est un problème. Et sur toutes ces questions, les politiques traditionnelles, les démocrates ont évidemment leurs responsabilités. Ce que font les populistes, c'est que, se saisissant de ces problèmes qui existent, il ne faut pas dire le contraire, il faut s'adresser à leurs électeurs en leur disant qu'évidemment ça existe, il suffit de se promener en France, de comprendre ce qui se passe. Ils simplifient ces problèmes et ils apportent des réponses qui sont fallacieuses et qui surtout sont au service de leur propre personne. Orban, disons ce qu'il dit là, moi, faites-moi le crédit. Je vous dis une chose, c'est que le populisme au pouvoir, c'est la dictature, c'est l'autoritarisme. Orban l'incarne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces leaders populistes ont la capacité, sur des problèmes réels, à s'en saisir, à les simplifier à leur propre service. C'est une manipulation politique, donc ils sont très forts. Vous citiez un autre extrait de Beppe Grillo qui parlait des démocraties participatives. Ce qui est la grande idée des populistes, qui disent tous qu'il faut rendre le pouvoir au peuple. Grillo le promet, c'est la grande promesse de son parti. Qu'est-ce qui se passe dans son parti? Ce que j'ai observé, c'est que Grillo se comporte comme un petit dictateur dans son propre parti. Il a une gestion totalement autoritaire du mouvement 5 étoiles. Donc c'est ça le populisme au pouvoir. Le populisme au pouvoir dans les partis, c'est l'absence de démocratie. Et le populisme au pouvoir, c'est, encore une fois, c'est l'autoritarisme. Il ne faut pas se voiler la face. J'entends très bien. Même si les problèmes existent, évidemment. Non, j'entends très bien le propos et je vous ai poussé à le dire et à le dire clairement et j'en suis très content. Je repose la question de la ligne jaune. Oui. Alors, où est la ligne jaune? L'assistanat est le cancer de la société. Laurent Wauquiez, qui vient des démocrates chrétiens, par exemple. C'est une phrase qui a beaucoup choqué. Jusqu'à quel point est-ce qu'il faut dire la réalité? Alors, la réalité ou le sentiment on ne gagne jamais ou le ressenti à cacher la réalité en matière politique comme ailleurs. On le fait trop. Et d'ailleurs, un homme aussi subtil et modéré que Laurent Fabius disait, je crois, en 1984, à propos de Jean-Marie Le Pen, il pose des bonnes questions. Le problème, c'est qu'il apporte des mauvaises réponses. Pas beaucoup progressé en 30 ans, hein, ça veut dire ça. Tout à fait. Mais vous savez, avec le Front National, j'ai l'impression qu'on se répète depuis 30 ans, mais qu'on a beaucoup de mal à progresser, quelque part, à la fois dans la compréhension du phénomène et dans la manière de gérer le phénomène. Alors, moi aussi, je ne suis pas là pour fixer des lignes jaunes, mais on voit bien, lorsqu'on est simplement un citoyen attaché à certaines valeurs fondamentales de la démocratie pluraliste et de la République, qu'une des lignes jaunes, c'est véritablement quand dans le discours politique, on alimente la haine de l'autre. La haine de l'autre. Et là, oui, on franchit. Mais ça, c'est votre ligne jaune. Je parlais d'une ligne jaune électorale. Non, mais j'entends, et je l'entends très bien aussi. Mais je parlais d'une ligne jaune électorale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui paye? Qu'est-ce qui paierait à court, à moyen, à long terme? Il ne faut pas croire que... Je parle pour les partis traditionnels. Regardez. Nous avons vu dans ce film 4 types de populisme, d'ailleurs différents, qui touchent des familles politiques, d'ailleurs un peu différentes, même si en effet il y a des thèmes qui convergent. Dans aucun de ces pays, ces populistes n'ont réussi à convaincre une majorité du peuple. Et même en Hongrie, le Fidesz, on le disait bien tout à l'heure, n'est pas un parti populiste, même si son leader peut utiliser
j'allais dire, des ressorts du populisme. Donc on voit bien que dans ces pays, et même des pays touchés profondément par la crise, hein, en Hongrie, les choses ne vont pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. L'Italie sort d'une période extrêmement complexe aussi. Eh bien, dans aucun de ces pays, les populismes n'ont une vocation, pour l'instant, majoritaire. Ils n'ont pas convaincu la majorité du corps électoral. Vous en revenez à la majorité. Donc, voilà. Donc, il faut bien voir, si vous voulez, penser ces populismes de l'autre côté. Dans aucun des pays européens, le populisme est devenu majoritaire, alors qu'on fait très souvent la comparaison avec les années 20 et les années 30, où on a eu l'impression, à cette époque, et la certitude, même dans certains pays, que voilà, les nationalismes et les populismes emportaient les démocraties et faisaient tomber des démocraties qui étaient de véritables châteaux de sable. Là, d'une certaine manière, en dépit de l'ampleur de la crise politique, économique, identitaire, eh bien, les démocraties résistent. Copier ou contrer? Est-ce que c'est ça? Quelle est la stratégie qui peut fonctionner le mieux face, par exemple, au Front National? Ni l'un ni l'autre. Alain Juppé dit qu'il faut s'attaquer à ces idées pernicieuses pour la France. On a l'impression qu'il a du mal, d'ailleurs, à convaincre une partie de son propre camp de ça. On vient de dire qu'effectivement, et Pascal Perrineau rappelait la fameuse expression de Fabius, qui reconnaissait lui-même qu'effectivement, le Front National posait des bonnes questions. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il met le doigt sur des vrais sujets, sur des vrais enjeux. Donc l'idée, c'est pas de contrer complètement, c'est en tout cas de passer à côté de ces sujets. Il faut effectivement que les partis traditionnels s'en emparent. Il faut débattre des questions identitaires, de la question de l'islam dans les sociétés, dans la société, la question de l'Union européenne, son rôle. On voit que ça les déchire, on voit que ça a déchiré le Parti socialiste, on voit que ça a déchiré l'UMP. Même la question de l'identité nationale est un vrai sujet d'ailleurs. La question de l'identité nationale, que n'a-t-on dit quand il y a eu le débat sur l'identité nationale? D'accord, mais ça ne veut pas dire que pour autant ça n'est pas un sujet. Et donc à ce moment-là, ce qu'il faudra le reposer, c'est ça que vous voulez dire. Oui, mais bien sûr, y répondre différemment. C'est-à-dire répondre avec d'autres réponses que celles des populistes, des partis d'extrême droite, d'extrême gauche, voire du centre, qui effectivement parfois peuvent emprunter des propos populistes. Hein? Ça paye d'emprunter ou pas? Braconner, comme dit Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est Marine Le Pen, elle parle de braconnage. Jean-Marie Le Pen disait la même chose d'ailleurs. C'est elle qui le dit. Enfin, supposons qu'on prenne sa formule, là encore, le braconnage, c'est une impasse. Non, ce qui me frappe, je voudrais aussi revenir sur ce que disait tout à l'heure Pascal Perrineau, ce qui me frappe, c'est quand même le déficit des partis non populistes. Et par exemple, il faut que ce soit des partis qui soient ouverts, qui soient représentatifs de la diversité nationale. Il faut qu'il y ait des tempéraments là-dedans. Il y a une espèce aujourd'hui, alors je ne voudrais pas simplifier, mais une espèce d'homogénéité troublante dans ce monde-là. Ce n'est pas représentatif de la diversité de la société française. C'est drôle, Beppe Grillo dit ça, dit moi j'ai fait rentrer des femmes au foyer. Je vous traite pas populiste en disant ça. Je dis juste qu'ils pas toujours des bêtises. Je dis juste qu'ils se trompent pas, peut-être. Mais c'est la réalité quand vous politique dans le parti de Beppe Grillo. Quand vous voyez l'Assemblée nationale aujourd'hui, alors c'est difficile de faire, mais je le fais quand même, j'assume au risque du ridicule, pardon, mais il n'y a pas les tempéraments, il n'y a pas les orateurs, il n'y a pas les gens qui sont capables, il ne faut pas que ça, mais qui sont capables de parler un peu à l'estomac, au cœur, qui disent que c'est quand même un monde trop homogène et pas assez ouvert. C'est toujours l'idée, de mon point de vue, que les non-populistes doivent aussi s'interroger sur leurs pratiques. Et ils nourrissent par certaines pratiques à base d'endogamie, ils nourrissent le populisme, même s'ils prétendent le combattre par ailleurs. Merci à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis, de vos réactions aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez continuer à laisser vos commentaires sur l'adresse mail de l'émission qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous retrouve dans 15 jours. La semaine prochaine, c'est Claire Barsac qui ouvrira le débat sur la part d'ombre du Vatican. Ça aussi, c'est un beau sujet. À bientôt.